ceux qui n'aient pas encore vu, bonjour aux autres aussi. Bienvenue à la bibliothèque. Nous voyons donc pour clore ce cycle qui s'appelle La Voix des Indés chez nous, et donc qui nous a permis de mettre notre petite lumière sur deux éditeurs. Alors pour notre public qui suit nos animations adultes, donc les éditions Forge de Vulcain, dont on a beaucoup parlé, et puis je ne sais pas si vous êtes aussi au courant qu'il y avait aussi une lumière mise sur les éditions de l'Agrume, donc pour tout ce qui est partie jeunesse. Voilà. Donc ça a été un mois que nous venons de vivre, plus d'un mois même. Donc à l'heure de l'édition indépendante, on a fait de très belles rencontres. On a fait plein de choses, ateliers d'écriture, club de lecteurs, expositions, etc. Et donc aujourd'hui, nous clôturons ce moment avec une table ronde qui sera dédiée à l'édition indépendante, évidemment, et donc, que Gaëlle a intitulé Indispensables indés, et où on va parler de l'édition indépendante et de l'écosystème du livre, en général, autour de cette notion d'édition indépendante. Voilà, donc pour animer cette table ronde, Gaëlle Boé, qui est entre autres la fondatrice du prix hors concours, David Meulmans, qui est le fondateur et le directeur des éditions Forge de Vulcain, Élise, qui est la libraire du Rideau Rouge dans le 18e, j'imagine que vous connaissez tous la librairie. Et Guillaume Griffon, donc le directeur, fondateur des éditions de l'Agrume. Voilà. Eh bien, et surtout, notre table ronde sera suivie à la fin d'une séance de dédicace, donc avec David Alexis Marie, qui est ici. David, oui, il y a trop de prénoms. Pardon. Et les auteurs de cet album pour les éditions de l'Agrume. Voilà. Bon, merci. Alors, je vais peut-être prendre le micro juste pour que nous on évite de s'égosiller et que vous nous entendiez bien s'il marche. Il marche pas ? Il marche ou pas ? Non, il marche ? Ok. Voilà, ce sera peut-être plus confortable pour tout le monde. Alors, merci à tous d'être là donc, pour cette table ronde sur les indispensables indés. Alors, vous verrez aussi, et on va essayer de voir ensemble pendant le temps de cette rencontre pourquoi on les appelle comme ça et en quoi ils sont indispensables et en quoi ils sont indépendants. Donc Marie vous a présenté brièvement donc les trois intervenants. Je vais prendre le temps de présenter chaque intervenant, où chacun va se présenter un petit peu plus longuement. Donc pour rentrer dans une espèce d'histoire de l'édition, on va essayer de rentrer dans les métiers du livre, essayer de comprendre comment fonctionne cette chaîne du livre et quelle est la place et quel est le rôle des indépendants dans cette chaîne du livre. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous donner quelques chiffres qui sont assez emblématiques de l'édition en général et de la place des indépendants. Alors vous allez voir, ce sont des chiffres assez intéressants. Alors, juste pour vous dire, c'est un peu le chemin qu'on va parcourir ensemble, essayer de voir l'écriture, la place de l'auteur, la fabrication, quelle est la place de l'éditeur, quel est le rôle de la diffusion, la distribution, qui vous verrez est centrale dans la chaîne du livre, les points de vente, notamment essentiellement la librairie, et la bibliothèque, pour un acte d'achat, ou en tout cas un acte de lecture. Voilà, on appelle ça cette chaîne du livre, pour le meilleur, parfois pour le pire, et vous verrez qu'on est vraiment tous enchaînés les uns les autres. Alors, quelques chiffres, vous verrez, c'est assez intéressant, même nous qui travaillons dans le monde de l'édition, on est toujours très surpris de ces chiffres. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Déjà, savoir que le livre est la première industrie culturelle, donc devant le cinéma, devant la musique. C'est même plus important que l'automobile aujourd'hui. On a toujours tendance à penser que la culture, c'est un peu là où le bas blesse, et que le livre en particulier, c'est compliqué. Ben, non, en fait, ce n'est pas forcément le cas. On a 200 nouveautés par jour. Donc on a une production qui est extraordinaire, qui est parfois un peu trop forte, vous le verrez, et qui a ses causes. Mais c'est voilà, donc ça fait 80 000 nouveautés par an. 750 000 titres à la vente. Alors la libraire Élise sait en quoi c'est quelque chose d'assez compliqué. Sur ces 750 000 titres, ce qui est très intéressant,
c'est que chaque année, il y a 722 000 titres qui sont lus, qui sont achetés. Donc ça veut dire que les nouveautés sont très importantes, mais ça veut dire qu'aussi toute cette chaîne du livre, tout ce qu'on appelle le fond, qui est très présent en bibliothèque notamment, et qui est aussi travaillé par les librairies, est vraiment un fonds actif. Évidemment, les nouveautés sont extrêmement importantes. On a vu 581 titres pour la rentrée littéraire, donc un énorme temps fort sur le roman à ce moment-là, et 10 000 titres qui font 44% du chiffre d'affaires de l'édition. Alors ça fait beaucoup de chiffres, je vais vous en redonner encore un peu, mais je trouve qu'ils sont assez intéressants et qu'ils éclairent cette chaîne du livre. Qu'est-ce qu'un succès de librairie ? David, tu dois avoir ta réponse là-dessus. Mais t'es peut-être un peu en bout de la chaîne. Hein. Alors, donc on a un énorme succès de librairie aujourd'hui, c'est Harry Potter, avec toutes ses déclinaisons. 851 800 exemplaires imaginés dans l'année 2016. Musso, Lévy qui tiennent le haut de l'affiche. Slimani qui a été la lauréate du prix Goncourt avec 358 000 exemplaires. Gaël Faye, Goncourt des lycéens, 279 000. Et première fois que ça arrive, Olivier Bourdeau, En entendant votre jungle, vous avez peut-être déjà lu ce livre, en tout cas entendu parler, qui est publié par un éditeur indépendant, les éditions Finitude, qui est arrivé dans le box-office. Donc à noter parce que c'est très rare et que voilà, c'est arrivé en 2016, donc rien n'est impossible. On a une très grande concentration d'acteurs qui continuent de se concentrer, puisqu'on a une Média Participation qui est en train de racheter La Martinière en ce moment, avec Hachette, qui est le 6e groupe mondial, je crois. Editis, Média Participation La Martinière qui sont regroupés, Gallimard et Flammarion qui sont regroupés, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des gros groupes d'édition qui tiennent à peu près 80% du marché. Donc les 3000 éditeurs indépendants, 3000 éditeurs indépendants, tout confondu, oui, entre les sciences humaines, sciences sociales, l'art, la jeunesse. Alors pour moitié à Paris, pour moitié en province. Il y a beaucoup d'éditeurs indépendants en région, donc c'est assez intéressant sur le territoire. C'est aussi intéressant parce que c'est beaucoup d'emplois. Il y a quand même à peu près la moitié des emplois qui sont issus de l'édition indépendante, enfin des métiers du livre indépendant, plus largement que l'édition. Donc sur des petites structures, donc c'est vraiment, ça valorise énormément l'entrepreneuriat culturel, individuel, puisque c'est des gens qui se lancent eux-mêmes pour une passion, alors qui en font une activité qui va être plus pérenne, comme c'est le cas des personnes qu'on va rencontrer, mais qui pour certains sont une activité aussi annexe à d'autres activités. Donc voilà, ça représente quand même 25% des livres publiés, donc dans le taux, c'est quand même important. Donc là, on voit bien, je vous ai mis ça parce qu'on voit bien les grands groupes, donc en vert, en rouge, en bleu, et tous les petits noms là, ce sont des groupes de moins grande importance. Je suis pas. T'y es, toi, Lagrume ? Non, j'ai regardé. Non, hein, t'y es pas, je crois. Voilà, donc quand on descend, on n'y est plus. Donc ça, c'est les gros acteurs. Donc, et t'y es, toi ? Je suis pas sûre non plus, je t'ai cherché, mais je crois que je t'ai pas trouvé. Voilà. 3000 maisons, donc évidemment, son tableau. Non, en fait, c'est vraiment là, on a des grosses maisons. De là-dedans, je pense qu'on doit en avoir à peu près 200 ou 300. Et en plus, là, ton tableau, je pense que c'est les diffusés qui ont un diffuseur, non ? Il y a tous les autodiffusés qu'il n'y a pas sur ton tableau. Oui, non, il n'y a pas d'autodiffusé. Il n'y a pas d'autodiffusé, tu as raison. Exactement. Donc voilà. Alors on va expliquer du coup dans la chaîne quelle est l'importance de la diffusion, qui est extrêmement importante. Donc voilà, on y arrive. Hop. Donc on va suivre un petit peu ce parcours et commencer par le premier acteur qui est l'auteur. Donc l'auteur qui va travailler de concert, vraiment en binôme avec l'éditeur. Alors, on a la chance d'avoir un auteur dans la salle, donc je pense que je vais directement lui donner la parole pour qu'il nous explique, en fait, comment on devient auteur, c'est-à-dire comment on passe du statut de « j'écris pour moi-même » à « je vais me faire publier », et surtout quel est le rôle du travail qui se fait avec l'éditeur. Donc Alexis David-Marie, si je peux te donner la parole. Debout. Donc moi je suis Alexis David-Marie et en fait évidemment je ne vis pas de l'écriture, j'ai publié 2 romans. Je suis enseignant en collège et du coup en fait ça avait commencé avec l'écriture avait commencé avec mon premier roman, donc Prométhée Vagabond, qui est là-bas.
qui était un roman sur le XVIIe siècle. Et quand je me suis lancé dans l'écriture de ce roman, puisque tu disais comment on passe du moment où on écrit pour soi au moment où on écrit pour être publié, j'avais écrit ce roman vraiment avec l'idée de faire un roman pour les gens, justement pas pour moi, c'est-à-dire un livre pour autrui finalement. C'est-à-dire un livre qui se soucie de l'intrigue, qui se soucie du plaisir de lecture et tout ça. Alors évidemment, il y avait peut-être à l'origine des obsessions ou des envies de communication, des choses dont on a envie de parler, tout simplement, ce qu'on pourrait appeler le propos du livre. Évidemment qu'il y avait tout ça, mais le jeu, c'était de convertir ce qu'on a envie de dire en quelque chose qui peut être reçu par des lecteurs qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et ça, c'est véritablement un jeu, finalement. Et donc, ça avait commencé comme ça. Et donc, j'ai écrit ce livre. Bon, à l'époque, j'étais pas très... c'est resté le cas aujourd'hui, mais j'étais encore moins sûr de moi qu'aujourd'hui. Et j'avais besoin de me réfugier derrière une grosse documentation. Et c'est pour ça que j'avais été assez content de... Enfin, j'avais choisi un roman historique, puisque c'est lié à mon travail, puisque je suis prof d'histoire. Et du coup, il y a eu un énorme travail de documentation sur le XVIIe siècle pour écrire ce livre. Et ce travail de documentation, c'était aussi lié au fait que j'étais pas assez sûr de moi pour poser vraiment un style comme ça directement. Il fallait que je me cache derrière une sorte de règle du jeu qui était la règle du jeu de la reconstitution. Donc j'ai joué ce jeu-là, ça m'a pris 4 ans, c'était du coup un énorme travail, puisque j'ai poussé le travail de reconstitution jusqu'à la langue du XVIIe, ce qui fait que du coup je me suis tapé, bon c'était finalement assez marrant, mais je me suis tapé une grammaire du français classique, c'est-à-dire du français du XVIIe, pour aller vraiment loin dans la reconstitution des phrases, des mots. Je lisais plein de livres, enfin de romans, de pièces de théâtre de cette époque-là, et je me faisais un lexique de mots, d'expressions à réutiliser ensuite dans le roman. Donc voilà, j'étais allé assez loin. Et puis j'ai fait la rencontre de David sur un autre projet lié justement à l'enseignement, lié au métier d'enseignement, autour d'un dictionnaire pittoresque du collège, où il s'agissait, sous forme de blagues, de raconter des choses que l'on peut voir dans les collèges et tout ça. Et je m'étais greffé par des amis sur ce projet de dictionnaire pittoresque du collège. Et puis le roman Prométhée Vagabond sur le XVIIe siècle était achevé. Il avait été discuté par les éditions Albin Michel, qui m'avaient reçu 2 fois dans leur bureau, qui m'avaient fait retravailler en comité de lecture le roman. Du coup, je pense que le roman actuel doit beaucoup aux éditions Albin Michel, puisque les conseils qu'ils m'avaient donnés, je trouve que c'était des très bons conseils, et j'en avais appliqué la plupart. Et du coup, ensuite, quand j'ai vu David pour le dictionnaire, je lui ai dit, j'ai aussi un roman là sur le XVIIe, est-ce que ça t'intéresserait, etc. Et du coup, ça l'a intéressé. Et les éditions Albin Michel, quand elles avaient finalement refusé le roman, elles m'avaient dit très, très, très honnêtement, voilà, le problème, c'est que vous êtes totalement inconnu. Et ça représenterait un risque financier trop important pour nous. Donc voilà, désolé pour ce roman-là. Mais David, lui, il commençait dans l'édition, il était plus en recherche d'auteur, et du coup, il n'était pas soumis aux mêmes contraintes finalement. Et ensuite, une fois avoir achevé le roman Prométhée Vagabond sur le XVIIe, je me suis lancé donc dans l'écriture de Martyrs français, là, le roman qui est paru cette année. Bon, là, ça n'avait rien à voir, puisque ça tenait plus de l'enquête d'actualité. Et bon, là, du coup, le travail avec l'éditeur était totalement reconfiguré, puisque je n'étais pas seul dans mon bureau avec ma table de travail. Tout de suite, j'en ai parlé à l'éditeur. Donc, avant même d'avoir écrit une ligne montrable, et bien du coup, j'avais toute l'intrigue en tête, je savais de quoi ça pourrait parler, et j'en ai tout de suite parlé à David. Je me rappelle très bien d'ailleurs, je me rappelle très bien du moment où j'en ai parlé. J'avais l'impression qu'il ne m'écoutait pas, donc je lui ai déballé. On était dans une réception, comme ça, il y avait du monde et tout, et j'avais vraiment envie de lui en parler, donc j'avais pris comme ça entre 4 yeux, et je commence à lui déballer toute l'histoire. Je lui dis, voilà, je projette un moment où, en fait, il se passerait ça, le héros, ça serait ça, puis il dirait que, et puis voilà, il se passerait ça ensuite, etc. Et je voyais les yeux de David qui allaient de gauche à droite comme ça, il ne me regardait pas du tout, ses yeux allaient de gauche à droite et tout. Il dit, mais tu m'écoutes là ou... Et puis, oui, je fais toujours ça quand je réfléchis. Ça a été sa
réponse. Et du coup, bon bah voilà, là encore, il y a eu beaucoup de documentation, comme quoi j'aime bien me documenter pour écrire un livre. Et bon, alors c'était tout à fait autre chose, puisque c'était sur la politique, donc beaucoup de documentation, un peu d'enquête, etc. Et puis ensuite, on a discuté avec David de quelle forme ça pourrait prendre, parce qu'au début, j'étais sur une autre forme que celle qui est aboutie là. Et c'est avec les discussions, enfin c'est lors des discussions avec David qu'on est arrivé à la forme qu'on peut lire aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, David, je pense que ça demande à réagir. Donc David a monté des éditions Les Forges de Vulcain, qui publie combien de titres par an? Tu nous présentes un peu la maison? Bonjour. Oui, donc les Forges de Vulcain, je les ai créées avec des amis en 2010. Même si on est plusieurs à les avoir créés, je suis le seul à être à plein temps sur la maison d'édition. On publie entre 10 et 12 textes par an, sur lesquels il y a entre 8 et 10 romans. Sur ces romans, la moitié c'est des romans étrangers, donc c'est juste des traductions. Et généralement, il y a 3, 4, 5 textes français. Généralement, il y a un nouvel auteur par an. Les autres, c'est des auteurs récurrents parce qu'on a une politique d'auteur d'accompagner les auteurs comme Alexis, c'est-à-dire l'accompagner titre à titre de manière à ce qu'il constitue une œuvre, qu'il approfondisse une esthétique et un engagement intellectuel. Alors c'est vrai que même si les Forges sont une petite maison, on a 83 titres maintenant, non 85 pardon, au catalogue, donc on finit par avoir un petit historique de savoir, enfin de typologie de projet. Et c'est vrai que le projet d'Alexis, le premier roman, reste atypique parce que quand il nous est arrivé, il était déjà très très abouti, ce qui est assez rare. Donc il y a eu un travail avec lui, mais c'est vrai que les fondements du roman étaient déjà là. Il y a beaucoup de passages qui n'ont pas été du tout retouchés. Donc le travail a été relativement simple. Sur le deuxième, ça a été... j'ai eu l'occasion plus de travailler avec Alexis. Alexis, comme il avait déjà écrit un roman, que son premier roman était déjà très maîtrisé parce qu'il a eu un très long travail, dans son deuxième roman, c'est quelqu'un qui avait moins besoin d'être accompagné dans l'écriture après en parler parce qu'on peut dire qu'il maîtrise. Je pense que nos discussions se sont portées vraiment sur le fond du sujet parce que ça parle de la politique contemporaine, ça parle de certains mouvements de l'ultra-droite française à l'époque actuelle, et c'était des questions plus de est-ce que c'est compréhensible ce qu'écrit Alexis pour des gens qui ne sont pas familiers de ça, est-ce que c'est... voilà, c'est ce type de choses. Mais c'est vrai que Alexis, c'est peut-être effectivement son côté historien qui est... Combien de temps ça peut mettre pour travailler un manuscrit? C'est très variable. C'est-à-dire, pour Alexis, je pense qu'il y a eu 2 ans, c'est ça en fait, tu avais déjà commencé à réfléchir, mais la partie où on a été ensemble, c'est 2 ans. Mais c'est 2 ans où, une fois par mois, on est en contact comme ça, et puis ça s'intensifie généralement les 3 derniers mois avant de boucler le livre. Alors, on boucle un livre généralement... idéalement 4 mois avant sa publication, parfois 1 mois avant sa publication, ce qui est un peu dangereux, mais voilà. Et donc ça peut prendre du temps. Alors parfois, je crois que le projet le plus long des Forges, ça a été 5 ans, entre le moment où il y a l'accord de principe et la publication. Donc c'est le roman policier Pills Nation qui est sorti il y a 3 semaines maintenant, où ça a été un travail de 5 ans. C'était un projet un peu titanesque. Non, ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a une rencontre avec l'auteur, qui s'est fait de façon informelle à l'occasion d'un événement. Mais est-ce que tu reçois des manuscrits par la poste? Est-ce que tu en reçois beaucoup? Est-ce que tu les lis, ou est-ce que tu essaies plutôt toi d'aller à la recherche de tes auteurs? Alors, c'est paradoxal parce que je reçois beaucoup de manuscrits. Et en même temps, je trouve rarement dans les manuscrits que je reçois ce que je veux, donc je me retrouve à aller chercher des auteurs. Je ne prends pas de manuscrits par la poste. Sur les salons, si on m'apporte un manuscrit, je ne les prends pas. Je ne prends que les manuscrits par email. Mais là, j'ai calculé que je vais finir l'année avec 1700 manuscrits pour l'année 2017, sur lesquels je ne lis qu'une petite partie, puisqu'en fait, souvent les gens...
pour nous aider et aussi pour s'aider eux-mêmes, font une petite lettre de présentation. Et donc, s'ils me proposent des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que je recherche, je l'écarte. Et c'est vrai que la caractéristique d'une maison d'édition indépendante, c'est que beaucoup de maisons d'édition, parce qu'elles sont indépendantes, sont de taille modeste, donc avec un catalogue qui est limité. C'est-à-dire, on n'est pas à 100 titres par an, 200 titres par an, mais on est vraiment sur un plus petit format. Quand on est sur un plus petit format, généralement, on a des critères de sélection qui sont plus stricts. Je ne parle pas simplement de critères de qualité, mais vraiment de critères d'angle, parce qu'après, on doit aller voir des libraires, on doit aller voir des journalistes pour qu'ils prennent nos livres, qu'ils parlent de nos livres. Et c'est plus simple si la maison gravite autour d'une identité esthétique ou intellectuelle qui est reconnaissable. Au tout début, les forges partaient dans beaucoup de directions, et avec le temps, le travail a consisté à se recentrer sur un axe principal, ou 2-3 axes, mais vraiment il y en a un qui est plus important que les autres, qui porte un peu l'identité de la maison, et construire petit à petit une maison où les choix éditoriaux, les choix de direction artistique sont cohérents les uns avec les autres. Alors il y a deux manières de constituer les maisons. Il y en a qui sont capables, avant même que la maison s'ouvre, d'avoir mis tout ça au propre sur le papier, et d'autres, ce qui est plus le cas des forges, sont un peu comme le radeau de Thésée, où en mer on reconstruit le radeau de manière... Alors, ce qui fait que quand on est arrivé de l'autre côté de la mer, il n'y a aucune des pièces sur le radeau qui était là à l'origine, sauf qu'en fait c'est bien toujours le même radeau. Mais par exemple, là, les deux romans d'Alexis sont disponibles à la vente à la petite librairie au fond. Vous verrez que les deux ont des couvertures très très différentes, qui sont liées au fait qu'on a avancé dans notre identité graphique, et maintenant on a une identité différente. Mais pour répondre à ta question, par exemple l'an prochain, il y a 2 auteurs qui rentrent dans le catalogue, 2 nouveaux auteurs, et les 2 c'est des auteurs que je suis allé chercher. Voilà. Et dans les manuscrits, j'ai rien reçu cette année qui m'intéressait particulièrement. Mais c'est normal parce que, puisque tu parles de chaîne, souvent les auteurs ou autrices écrivent de leur côté, ceux ont un besoin naturel, et se posent après la question de l'édition, ce qui est bien d'une certaine façon. Sauf que eux, leur besoin, c'est d'être publiés, et le besoin des éditeurs, c'est de publier des choses qui correspondent aux éditeurs. Et donc, moi, je reçois plein de manuscrits qui ne nous correspondent pas du tout. Voilà, c'est tout. Je sais pas, par exemple, j'ai reçu sur les dernières semaines une biographie de Dominique de Villepin, une méthode pour lutter contre l'otite infantile, les otites infantiles, parce qu'il y en a plusieurs, il y a une typologie, je suis devenu très fort là-dessus, une méthode pour élever son teckel. C'est pas une blague, hein, ça existe vraiment. J'ai reçu, alors, plus proche de ce qu'on fait, parce que c'était quand même des romans, autour du 15 novembre, maintenant, il y a un pic, du 13 novembre, pardon, il y a un pic où on reçoit des romans sur l'islam, sur le terrorisme, sur, entre guillemets, le vivre ensemble. Donc ça m'intéresse pas non plus. Donc voilà, mais il y a un vrai pic, comme ça. Oui, non, enfin, on en reçoit beaucoup, et c'est dur de... Voilà. Très simple, c'est il y a 3 semaines, pendant le mois d'octobre, c'était le mois de l'imaginaire, donc une opération d'éditeur qui a eu lieu pour la première année cette année, qui a pour but de travailler à la meilleure diffusion en librairie et dans la presse des textes qui relèvent de la science-fiction, de la fantaisie et du fantastique. Et donc j'ai donné un petit entretien dans Le Point pour ça, enfin Le Point, alors, la version numérique, donc il y a moins de lecteurs que dans la version papier. Et en fait, le lendemain, j'ai reçu, je crois, presque 30 manuscrits, uniquement de science-fiction. Mais vraiment de la science-fiction. Là, non plus, c'est pas vraiment ma ligne, parce que je suis plus en littérature générale, avec un peu d'imaginaire ou un peu d'anticipation. Voilà. Mais voilà, donc on reçoit beaucoup de choses, effectivement. Merci. Et Guillaume, alors toi, dans la littérature de jeunesse, c'est encore différent, parce qu'il y a évidemment la place de l'auteur, mais il y a aussi celle de l'illustrateur. On se demande souvent... Comment s'écrit un livre? Est-ce qu'il s'écrit d'abord par l'écriture, ou est-ce que c'est plutôt le dessin qui arrive en premier et l'écriture qui se cale ensuite? Est-ce que les gens arrivent avec déjà quelque chose de complet où ils se sont mis d'accord, ou est-ce que c'est l'éditeur qui va au contraire essayer de confectionner les choses? C'est une question qui revient souvent, tu peux peut-être y répondre et puis présenter la maison aussi.
Merci beaucoup. Donc, alors, une petite présentation de la maison. La Grume, on s'est monté en 2011. Il y a 3 collections, je vais vous présenter très rapidement. Ce qu'on travaille à la Grume, c'est l'illustration. C'est ça qui unifie un peu les différentes collections du catalogue. Donc, on fait à la fois du livre pour enfants, de la jeunesse, de la bande dessinée, donc qu'on peut qualifier de bande dessinée indépendante ou roman graphique, donc ce genre de bande dessinée, format, plus petit format, souvent noir et blanc, donc bande dessinée indépendante. Et on a une 3e collection, c'est une revue de société qui s'appelle Citrus. Voilà, donc là j'ai quelques livres, vous pourrez les regarder après. Sur une grande thématique, il y a une grande thématique par numéro, donc là par exemple c'est le football, et cette thématique on la travaille par différentes entrées, sciences humaines, reportages, toujours avec le parti pris donc, de l'illustration, donc c'est sous-titré Citrus Revue Illustrée, voilà, et ça prend la forme, donc il y a une vingtaine de contributions sur la thématique par numéro qui prennent la forme soit de textes illustrés, soit de bandes dessinées. Voilà, donc nous, le parti pris, la ligne de la maison, c'est vraiment l'illustration. Et alors, pour revenir à ta question et puis aux questions de choix de manuscrits, nous, l'entrée, du coup, d'avoir cette ligne éditoriale, nous, l'entrée dans un projet, c'est toujours l'illustration. On reçoit également beaucoup de manuscrits, donc il y a quelques manuscrits qu'on reçoit par la poste. Mais généralement, je crois que dans 100% des cas pour nous, ça a toujours été d'abord un coup de cœur graphique. C'est ça qui nous accroche, quoi. Je crois que jamais j'ai eu le cas d'un texte que je retiens pour le projet, l'originalité du projet, que je viendrai ensuite dans un second temps illustrer. Donc soit c'est l'auteur-illustrateur qui arrive avec son projet, donc il y a un projet qui est déjà illustré. Soit ce qu'on reçoit aussi beaucoup, et comment on travaille, nous, c'est qu'on reçoit beaucoup d'illustrateurs qui nous envoient leur book, donc leur univers graphique, et si on est accroché, qu'on peut ensuite lancer, présenter la maison, ce qui nous intéresse, les lignes qu'on aime travailler dans la maison d'édition, et le lancer sur un projet. Donc voilà, nous, l'entrée, c'est toujours par le biais de l'illustration. Il y a quelques trucs qui sont arrivés par la poste. Donc celui-là, par exemple, là, que j'ai sous les yeux, c'est arrivé par la poste. Ça, c'était une jeune illustratrice qui est encore étudiante, donc qui nous a envoyé ce projet, donc après qui était quasiment tout en place. On a retravaillé un petit peu des choses, on l'a allongé pour que ça soit un peu plus dans des formats d'album. Voilà, donc il y a pas mal quand même, hein, ça nous arrive quand même de trouver des projets intéressants qui arrivent. Enfin, je dis par la poste, en fait, c'est par mail, hein, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Tu y reviendras. Alors, on va faire délibérément un petit saut dans notre chaîne pour arriver sur les points de vente, parce que je voudrais vous présenter Élise et la librairie. Et on reviendra sur les questions de diffusion et de distribution, qui sont des questions extrêmement intéressantes et qui permettent de bien comprendre aussi pourquoi l'édition indépendante n'est pas toujours en grande facilité. Élise, j'aimerais que tu nous présentes la librairie, évidemment, le travail d'un libraire, et aussi comment vous arrivez à travailler avec des indépendants dans une offre très large de livres, et aussi des demandes qui sont parfois très précises des lecteurs. Bonjour. Donc la librairie, je pense que vous la connaissez à peu près tous, mais bon, c'est donc la librairie qui est rue de Torcy. Donc l'année prochaine, ça fera 6 ans qu'elle est rue de Torcy, et ça fera 12 ans qu'elle est dans le quartier. C'est une librairie indépendante qui fait 80 mètres carrés, généraliste. Voilà. On met l'accent sur, peut-être plus que dans d'autres librairies, sur la BD. Ce qui est un choix maintenant que beaucoup de libraires font, mais qui est un choix qui est presque historique pour la librairie. Je ne sais pas si on peut parler d'histoire au bout de 10 ans, mais bon, voilà. Et sur les sciences humaines, avec en effet un choix dans la littérature de proposer évidemment des livres qu'on attend, mais de proposer aussi des livres édités par l'édition indépendante. Ça, c'est aussi depuis le début rue de Torcy, c'est aussi une volonté, en tout cas de ma part. Travailler l'édition indépendante, en fait, c'est un vrai choix à faire quand on est libraire, parce que, comme disait Gaëlle, il y a une production incroyable, même une surproduction, qui est vraiment une surproduction, qui est pas quelque chose de positif, faut être clair, parce que en fait, c'est juste condamner un certain nombre de livres au pilon sans avoir jamais trouvé leur lecteur. Et c'est aussi une économie qui devient un peu dingue, parce qu'on a une production, là, cette année, c'est complètement dingue.
Cette année, à la fin d'année, on a 40% de plus de livres que l'année dernière. Il y a les livreurs de nuit, de non-livrés de nuit par exemple, donc même les sociétés de livraison ont dû louer des camions supplémentaires. Il y a des libraires en province qui n'ont pas été livrés de leurs nouveautés parce qu'il y avait tellement de cartons à livrer en Paris qu'on ne pouvait pas faire la province en même temps. Enfin, c'est délirant, c'est délirant. Donc en fait, le but de tout ça, le but c'est une espèce de cercle économique un peu bizarre. Mais en fait, moi, quand j'ai la rentrée littéraire qui arrive, j'arrive à faire mes achats à peu près maîtrisés. Ça, c'est très important de ne pas avoir trop de livres par rapport à l'économie de la librairie, puis par rapport à la place dont je dispose. Et puis après arrive donc le mois d'octobre, où d'un seul coup, on croule sous des cartons partout. Et ce que les libraires font, ça c'est des retours. C'est-à-dire qu'en librairie, on a une faculté de retour. On peut, presque chez tous les distributeurs maintenant, sous certaines conditions chez certains, retourner une partie des livres qu'on n'arrive pas à vendre. L'objectif, c'est quand même de garder minimum un livre 3 mois sur table, quand même, pour lui laisser une chance, soit de trouver son lectorat, soit que nous, on l'aide à trouver son lectorat, ce qui est quand même aussi le rôle d'un libraire indépendant. Le souci avec la surproduction, c'est que on a reçu donc des nouveautés en septembre. En octobre, on croule sous les bouquins. Donc on va retourner des livres qui ne sont pas restés plus de 1 mois et demi sur les tables, quoi. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là quand même, quoi. Et donc le choix de l'édition indépendante, c'est un vrai choix parce que moi je reçois, on peut parler peut-être un petit peu de la diffusion, sauf si c'est trop tôt. Ouais. Donc comment ça marche quand on achète des livres dans une librairie? On reçoit la visite de représentants de maisons d'édition qui donc représentent, donc par les 4 grands groupes que Gaëlle a cités, représentent un pôle de maisons d'édition chacun. Ça peut être, il y a des équipes qui font que de la littérature, mais c'est plus rare, mais souvent c'est assez transversal et c'est un pôle de maison d'édition. Ce qui se passe avec la concentration, c'est qu'il y a des représentants qui font de plus en plus, ils ont des catalogues de plus en plus gros, donc ils représentent beaucoup plus de maisons d'édition qu'avant, beaucoup plus de secteurs qu'avant. Donc ça c'est aussi comment défendre dans un même catalogue un livre de littérature un peu exigeant et puis le dernier grand bouquin attendu qui va être partir tout seul, le dernier par exemple Modiano, enfin, voilà, pour donner quelque chose de qualitatif parce que quand même. Et donc moi je reçois chaque semaine à peu près je sais pas, je dois avoir entre 3 et 5 rendez-vous à peu près, je pense, donc avec des représentants qui viennent me parler des bouquins à paraître. Donc là en ce moment je suis en train de travailler janvier-février pour dire à quel point c'est quand même en avance. Voilà. Et donc, ils me présentent tout ça, on discute, moi je choisis mes quantités selon plein de critères dont je ne sais pas si on sera amené à parler, mais voilà. Et très rapidement, en fait, les places dont je dispose sur mes tables sont remplies en fait par ça. Donc c'est un choix à faire. C'est un choix à faire de se dire en fait, je vais prendre le risque de ne pas avoir ça, ou je vais faire le pari de ne pas avoir ça parce que j'ai prévu par ailleurs de bosser plus sur ces catalogues-là parce que j'ai envie de les défendre. Donc il y a quelques sociétés de diffusion et de distribution qui représentent les maisons d'édition indépendantes. Donc il y a, pour en citer quelques-uns, Belles Lettres, Harmonia Mundi, il y a aussi Pollen qui fait ça. Voilà, c'est des petites structures de diffusion et de distribution qui, elles, ont donc dans leur catalogue des éditeurs indépendants. Voilà. Donc c'est un choix parce qu'en fait c'est très facile de ne pas le faire. Parce que tout ce que je vous ai expliqué, les rendez-vous par semaine qui prennent du temps, la surproduction, voilà. Donc c'est une volonté des librairies indépendantes. Et quand même, les librairies indépendantes vont bien. En France, grâce à la loi sur le prix unique, elles vont bien. Et c'est quand même, dans les chiffres qu'on a, elles qui, par exemple, vont vendre le plus de premiers romans. Donc les librairies indépendantes en France tiennent vraiment leur rôle qui était compris dans la loi Langue, de diversité éditoriale. Ça, c'est vraiment, il y a une mission qui est bien remplie à ce niveau-là. Voilà. Je vais rappeler juste ce qu'est le prix unique, parce que c'est toujours important de le rappeler, c'est que grâce à la loi Langue, qui date de 1981, le prix est strictement le même où qu'on achète son livre, que ce soit sur Amazon, que ce soit dans une librairie indépendante, que ce soit à la FNAC ou à Cultura, le prix est toujours le même. Donc voilà, ce qui permet justement à des librairies indépendantes de rester dans la course
et d'éviter ce qui s'est passé notamment dans la musique, c'est que tous les petits disquaires se sont cassés la figure parce qu'ils n'ont pas pu rester dans cette course au prix. Donc c'est une loi qui est très très importante et à laquelle on tient beaucoup. Marie, c'est intéressant aussi l'édition indépendante en bibliothèque parce que vous avez un rôle qui est un rôle extrêmement important justement sur cette diversité éditoriale. Vous avez énormément de titres dans une bibliothèque, tu vas nous dire combien à peu près, et surtout aussi un rôle de et surtout un rôle de prescripteur auprès de tous les publics, de publics très larges. J'aimerais que tu nous dises un petit peu, évidemment, quels sont les publics que vous accueillez en bibliothèque et comment vous arrivez à défendre cette édition indépendante, à quel moment ça devient quelque chose qui fait partie de vos missions. Alors, sur la question des chiffres, là, je crois que je ne vais pas pouvoir parce que je n'en ai aucune idée. C'est ce que j'étais en train de me dire pendant que vous parliez, que je n'avais aucune idée du nombre de livres qu'on a ici. Alors, pour parler des bibliothèques en général, alors je vais parler surtout des bibliothèques de la ville de Paris, que je connais quand même mieux que les autres. Il faut savoir qu'il y a plus d'une cinquantaine, 57 exactement, ou 56 bibliothèques de lecture publique à Paris. Dans tous les arrondissements, il y en a plusieurs par arrondissement, et chaque bibliothèque a son identité propre, a son public, un public alors qui est à la fois un peu toujours le même, mais quand même très différent aussi en fonction des quartiers. Alors nous ici particulièrement, donc on est quand même une bibliothèque, ce qu'on appelle les bibliothèques de taille moyenne. C'est-à-dire qu'il y a les très grandes bibliothèques à Paris, donc comme Sagan, Duras, voilà, qui sont des bibliothèques qui ont plus de 2000 mètres carrés d'espace pour le public. Et nous, on est beaucoup plus petit que ça. J'avoue que là, je ne connais même pas le nombre de mètres carrés ici, mais on est plus petit. Alors ici a été fait... on a mis l'accent sur l'édition indépendante. Alors moi, je suis là que depuis 1 an, donc c'est pas moi qui ai décidé de mettre en place ces cycles autour de l'édition indépendante et d'acquérir, mais je cautionne complètement. L'idée, c'était de faire découvrir autre chose. Parce que en fait, nous, on est au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment... on a un budget qui nous permet d'acheter des livres. On est censé donner à nos supérieurs des statistiques de prêt. Il faut quand même qu'il y ait des lecteurs et qu'il y ait des livres qui sortent. Mais si les livres ne sortent pas, on ne perd pas notre emploi et on n'a pas de sanctions. Donc, voilà. Donc c'est à la fois, on doit offrir des livres qui vont plaire à un public, des livres faciles, entre guillemets, donc les livres de la rentrée littéraire dont on parle, les livres qui ont reçu des prix, les best-sellers, etc. Mais notre mission, c'est quand même aussi en fait, c'est un peu le même que les libraires, c'est-à-dire que nous, on lit des livres, et l'idée, c'est qu'on transmette notre goût de la lecture ou du film, ou parce qu'on n'offre pas que du livre. Donc voilà, donc ici, on s'est dit, on est une petite structure, avec à la fois un public qui vient parce qu'il aime la littérature, et à nous de transmettre et de faire découvrir peut-être d'autres choses. Et je pense qu'un cycle comme La Voix des Indés remplit complètement ce rôle. Alors après, effectivement, c'est des livres qui ne sortent pas énormément, mais qui sortent. Quand on regarde les statistiques de presse, c'est quand même des livres qui sortent parce qu'ils sont un peu mis en avant, parce que on a fait des coups de cœur dessus, et voilà. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu le même c'est un peu le même rôle que le libraire qui a envie de transmettre, sauf que nous, derrière, on ne vend pas, mais on prête, et voilà. Merci Marie. Alors je vais revenir sur cette histoire de diffusion et de distribution. On disait que c'était là où il y avait quand même un petit nœud. Je vous présenterai aussi après le travail qui est fait avec l'Académie hors concours. Mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu là-dedans pour expliquer en quoi ce problème de diffusion et de distribution aujourd'hui est très compliqué dans les métiers du livre et fait qu'il y a
qu'on a cette surproduction, et cette surproduction qui nuit finalement. On pourrait penser que plus de livres publiés, c'est plus de diversité éditoriale, et finalement, on se rend compte que c'est l'effet inverse. Plus il y a de livres publiés, finalement, plus on se concentre sur les mêmes livres, parce que cette trop grande profusion fait qu'on a besoin de trouver du sens, on a besoin de trouver... on ne peut pas tous absorber, en fait, on a besoin de trouver des lignes. Donc, peut-être David, toi, comme vous avez réfléchi notamment à cette question de diffusion, distribution récemment, je pense que tu pourrais peut-être nous expliquer cette histoire, notamment d'aller, de retour, et comment se finance la chaîne du livre. Oui, alors la chaîne du livre, j'aime bien cette idée que comment se finance la chaîne du livre, parce que c'est bien une chaîne, on est tous codépendants les uns des autres. Quand ça se passe bien, c'est grâce à nous. Quand ça se passe mal, c'est grâce aux autres maillons ou à cause des autres maillons. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a besoin de se financer dans une entreprise, on va voir la banque. Et généralement, les banques, il y a deux choses qui les crispent un peu sur l'édition. C'est que d'une part, il y a un imaginaire de beaucoup de gens sérieux sur le fait que nécessairement dans l'édition, les gens sont mauvais en gestion et donc il ne faut surtout pas leur prêter parce qu'on ne retrouvera jamais son argent. On pourra en parler parce que je pense que c'est faux, mais voilà. Et l'autre aspect aussi, c'est que comme c'est une chaîne, en fait, le libraire vous vend à vous, lecteurs et lectrices, un livre qu'il a en fait déjà acheté auprès du diffuseur-distributeur. Et le diffuseur-distributeur paye l'éditeur après. Mais tout ça, ça crée des effets de décalage dans le temps qui sont très très durs à gérer pour des structures petites. On se débrouille au bout d'un moment, on gagne en organisation, mais c'est vrai que c'est un des défauts de la chaîne. Mais pour revenir sur... initialement, les forges se sont autodiffusées. C'est-à-dire que... mes cofondateurs et moi, on allait en librairie, on disait au libraire, est-ce que tu veux bien prendre nos livres, tu n'as pas à les acheter, tu ne les paieras que si tu arrives à les vendre, voilà. Ça s'appelle un système de dépôt. Et en fait, on s'est rendu compte que ça présentait toutes sortes de difficultés. C'est que finalement, on se disait, le dépôt, on limite le risque pour le libraire. Sauf qu'en fait, ça lui prend beaucoup plus de temps de gestion. Et donc, il y a plein de librairies qui ne font pas de dépôt parce qu'ils n'arrivent pas à suivre à qui ils doivent de l'argent. Est-ce que ça, c'est un livre chez un diffuseur? Est-ce que ça fait plein de factures en plus? Voilà. Tandis que quand vous avez acheté à un des 4 grands diffuseurs-distributeurs les livres de 15 maisons d'édition, c'est une facturation plus simple. En termes de gestion, c'est plus simple. Donc, on s'est rendu compte au sein des Forges de Vulcain que c'était compliqué de rester en autodiffusion. Et donc, moi, je me suis mis en quête d'un diffuseur. Et là, c'est compliqué parce que le diffuseur d'emblée, enfin, du moins en littérature adulte, je ne sais pas comment c'est dans d'autres secteurs, mais il demande un minimum de titres par an, il demande un prix moyen du livre par an, il demande, grosso modo, il sous-entend qu'on va devoir faire un certain chiffre d'affaires pour que ce soit rentable pour tout le monde, et donc il crée des contraintes qui sont des contraintes économiques, mais dont le vrai danger, c'est qu'elles finissent par se transformer en contraintes esthétiques. C'est-à-dire éviter certains types de livres, éviter certains types de textes. C'est pas du tout de la censure, des choses comme ça, mais il y a une pression de la structure, de la chaîne, qui fait que la réflexion d'un éditeur indépendant, c'est comment je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire, tout en donnant des gages à tous les autres membres de la chaîne et les assurant qu'ils ne vont pas perdre leur temps et leur argent. Ils peuvent parfois perdre leur temps, mais voilà, ils peuvent parfois perdre leur argent, mais alors s'ils perdent les deux, personne n'est heureux. Et en fait, pour parler de diversité, le problème pour moi, c'est pas tant la question de la diversité, mais ce qui est intéressant, c'est quand on parle de diversité, initialement, c'est un concept de biologie qu'on a appliqué au commerce. Et le problème, c'est pas tant l'excès de diversité, c'est-à-dire le nombre de livres différents qui sortent, que la diminution de ce qu'on appelle la variété. En biologie, on fait une distinction très forte entre diversité et variété. Par exemple, aujourd'hui, c'est une période de grosse diversité biologique sur Terre. Il y a plein de types d'êtres humains, d'êtres vivants, pardon, mais une période de relative pauvreté en termes de variété. C'est-à-dire qu'il y a peu de familles de vivants sur Terre actuellement. Dans chaque famille, il y a plein de membres. Et voilà. Et en fait, si on applique ça à l'édition, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire une très grande diversité et une
variété qui est moins forte peut-être que dans d'autres types de structures. Et on a une organisation qui encourage la diversité, c'est-à-dire faire plein de livres, mais qui nous engage d'une certaine façon, inconsciemment, parfois on se l'avoue, parfois on ne se l'avoue pas, à diminuer la variété, c'est-à-dire à... pour donner un exemple, alors c'est dur de dire l'auteur, mais comme le livre est sorti il y a quelques mois, on peut en parler très franchement. Le roman d'Alexis David-Marie qui s'appelle Martyr français, c'est un roman qui est courageux. Peut-être pas seulement pour les questions que vous pensez, c'est que c'est un roman qui parle, entre autres, c'est un vrai roman, donc il y a un drame familial, mais une partie du fond de l'histoire, c'est sur la montée d'une partie de l'ultra-droite en France. Et quand on est allé voir certains membres de la chaîne du livre sur ça, on a des interlocuteurs qui nous disent « Ah non, on est en période d'élection, les gens ils ont déjà trop d'idées là-dessus, on en parle trop, et voilà, il faut faire des romans divertissants, il faut une histoire d'amour. » Alors, je caricature à peine. Après, c'est pas tous les interlocuteurs, heureusement, et la règle c'est de trouver les bons interlocuteurs. Mais c'est vrai que ça crée un effet de pression pour pas sortir certains types de livres, alors qu'en fait, à proprement parler, pour moi, Martyr français, c'est un très bon roman, un vrai roman, avec une vraie écriture, un vrai projet politique, une vraie nécessité d'exister, et je trouve pas que c'est un livre radicalement, difficile, c'est-à-dire, c'est pas, non, on propose pas une révolution quelconque ou des choses comme ça, mais il y a parfois des blocages, des moments, en fait, où il y a une pression à l'uniformité, à la banalité, à ce type de choses. Sur l'autre roman que je présente aujourd'hui, qui est Spartacus de Romain Ternaux, Spartacus, c'est à la fois un texte qui est très littéraire, donc c'est une biographie de Spartacus un peu délirante, c'est à la fois très littéraire, très drôle et très trash. En fait, certains des interlocuteurs considèrent que si c'est drôle, c'est pas littéraire. Si c'est trash, c'est... Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont liées à des considérations commerciales qui ont un impact sur des considérations esthétiques, c'est-à-dire qui peuvent exercer une pression sur les auteurs, sur la manière dont ils écrivent, et c'est ça qui est problématique. Mais alors, le travail, c'est juste d'être conscient de ces pressions et de voir comment on les contourne, comment on joue avec. Parce que, de toute façon, comme dans toutes les industries culturelles, il y a toujours cette envie de limiter le risque, de se dire, on va faire ce qui a déjà fonctionné, on va le répliquer et ça va fonctionner. Sauf qu'en fait, si on regarde le passé, on se rend compte que ce qui a toujours fonctionné, c'est toujours des choses nouvelles, en fait. Donc, en fait, il faut, d'un côté, tout l'environnement nous encourage à faire des choses banales et sûres, mais finalement, ce qui fonctionne, c'est toujours des formes de nouveautés. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les nouveautés sont bonnes à prendre, mais ça veut dire que le travail des indépendants, c'est de conserver la capacité dans une chaîne où, s'ils veulent que ça fonctionne, il faut qu'ils travaillent de bonne entente avec tous les acteurs de la chaîne. Donc il faut travailler avec les libraires, il faut travailler avec les journalistes, il faut travailler avec le diffuseur-distributeur, mais avec le fait d'être sensible à cette pression qui peut dénaturer notre travail. Exactement. Alors ce que je voulais dire, alors ça c'est la question de la diffusion qui est importante. La distribution, en fait, là où ça pose en fait vraiment problème, c'est que aujourd'hui, ce qu'on essaye ce qui est le plus facile à financer, en fait, c'est les camions. C'est difficile de financer un auteur, c'est difficile de financer la prise de risque d'un éditeur, celle d'un libraire également. En revanche, ce qui est assez facile, c'est de trouver des flux. Qu'est-ce qui se passe? On a des grands éditeurs qui ont de nombreux éditeurs, des grands et des plus petits, qui produisent des livres. Ces livres, ils sont acheminés vers la librairie par un distributeur, vendus ou non par la librairie. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un système de retour, et quand ils ne sont pas vendus, ils repassent dans le sens inverse. Et en fait, le distributeur, lui, il gagne de l'argent à l'aller, mais il gagne aussi de l'argent en retour. À qui appartiennent les distributeurs? De plus en plus, ils appartiennent aux groupes qui savent très bien qu'ils ont plus intérêt à investir sur un distributeur qui prend peu de risques, parce que des camions, quand on transporte des carottes ou des livres, quelque part, c'est la même chose, que sur le travail, qui est un travail beaucoup plus sensible que le travail de l'éditeur, qui fait des choix dans un monde plus incertain. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de nourrir ces distributeurs, et d'où le besoin de produire, surproduire, de façon à ce que les flux aller-retour soient le plus important possible et que ça génère des sommes qui vont permettre à tout le monde d'exister. Donc bon, c'est vrai que... Alors toi, j'imagine que tu dois le ressentir en librairie, parce que c'est toi qui, en tant que libraire,
payent aussi les frais de distribution. Surtout, je pense, je sais pas, je connais mal les chiffres de l'édition, mais en fait, par exemple, moi, donc avec je sais pas, je vais prendre Hachette, en moyenne, mon pourcentage de remise auprès d'Hachette, en tant que librairie indépendante. Il faut savoir que quand on... Bon, d'abord pour expliquer un petit peu le système les diffuseurs, considèrent que les librairies, il y a des librairies de premier niveau. Donc ça va être les grosses librairies avec de gros chiffres d'affaires. Ils mettent là-dedans aussi les Fnac, les grandes chaînes, Cultura, etc., qui eux négocient à une échelle pour toute la chaîne. Donc évidemment, ils négocient avec des quantités qui sont quand même bien plus importantes que celles des libraires indépendants. Il y a quelques grosses librairies là. Les librairies de deuxième niveau, donc librairies, soit des petites structures, soit des structures qui font aussi autre chose ou qui ont un chiffre d'affaires faible en livres. Et puis il y a carrément après encore un autre niveau, ça dépend chez qui, mais en gros c'est ça, un autre niveau où c'est maison de la presse, voilà. Donc, et selon le niveau dans lequel on est en tant que librairie, on a une remise différente, à peu près. Sachant que normalement, on est censé être récompensé aussi, c'est vraiment un système de récompense, sur la qualité de notre travail qu'on fait. C'est-à-dire que si la qualité du travail qu'on fait est estimée par la prise de risque qu'on fait, le taux de retour, si évidemment on a des taux de retour qui sont de 40%, c'est beaucoup trop. C'est pas acceptable, ni pour la librairie d'ailleurs. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des achats. Enfin bref, voilà. Et par exemple, moi chez Hachette, qui est un exemple assez probant parce que c'est quand même Hachette est dur en affaires. En moyenne, en littérature, j'ai 37% de remise, ce qui est quand même pas beaucoup. Et en ce qu'on appelle Hachette illustré, donc tout ce qui est beaux livres, livres pratiques, jeunesse et tout, je suis plus autour de 36% au maximum. Donc c'est quand même pas énorme. Ça veut dire qu'en moyenne, on a calculé qu'un libraire sur un livre qui coûte 100 €, il va gagner 1 € en vrai. Une fois qu'il a déduit ses charges, etc., il va gagner 1 €. Parce qu'il a que, en moyenne, donc on va dire, je sais plus quelle est la moyenne des remises, mais on doit être autour de 38-39%, je crois. La rédaction du prix de... Ah, 36, tu vois, oui, d'accord. 36 sur les points de... Parce qu'il y a tellement de points de vente du livre qui sont pris en compte aussi que du coup, ça doit descendre un peu. Ouais. Mais par exemple, voilà, l'édition c'est 21%, et en fait ce qui reste opaque pour nous, parce que nous on peut demander à avoir on demande toujours à avoir des remises meilleures ou avoir de l'échéance, parce qu'on paye pas les livres tout de suite, ce qui permet à la librairie de vivre quand même, c'est qu'on paye les livres 60 jours fin de mois, et donc on négocie aussi des échéances pour avoir de la trésorerie. Mais ce qui est très opaque, et ce qu'on n'arrive jamais à savoir, c'est quel est que touche la société de diffusion-distribution, d'autant plus opaque, parce que ce que expliquait Gaël, c'est que maintenant ça a fusionné et qu'il y a quelques grands groupes qui se partagent le marché. Et donc, en fait, l'éditeur, on pourra en parler bien mieux que moi, parce que moi, c'est pas mon métier, sur le prix d'un livre à 100 €, je pense qu'il ne gagne pas beaucoup non plus que peut-être il gagne. Tu montres là, du coup, oui, il manque la TVA. Ouais, ça. Et il y a l'auteur qui l'a mis 8%. Mais d'ailleurs, voilà, tu finiras, mais après c'est intéressant de voir aussi comment ça se passe quand on n'a pas trop parlé de l'imprimerie, mais c'est aussi tout un travail aussi fait, surtout tu as un travail très fort fait auprès de l'imprimeur et sur la facture des livres, c'est-à-dire que ce sont des livres qui sont très beaux, très bien faits, etc. Donc ça aussi, dans l'économie d'une petite maison d'édition, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très important. Ouais, alors ça, je ne saurais pas trop dire effectivement la part que ça représente, donc une vingtaine de % pour l'éditeur. Sur le prix de vente, ça doit être à peu près ça. Et je sais pas, la fabrication, combien ça coûte peut-être 7-8%. Écoute, non, ça c'est vrai que je sais pas. C'est peut-être intéressant de savoir combien comment se répartit ta Ah oui, alors la marge. Distribution, diffusion. Ouais, alors ça, il y a différents cas de figure, effectivement. Donc nous, on a eu deux diffuseurs-distributeurs. On s'est lancé avec les Belles Lettres, donc tu en parlais tout à l'heure. Donc les Belles Lettres, c'est plutôt un diffuseur-distributeur, même exclusivement d'éditeurs indépendants. Et ensuite, au bout de 2-3 ans, on signe un contrat qui dure 2-3 ans. Et ensuite, on est passé chez un autre diffuseur, Harmonia Mundi. Donc l'intérêt pour nous, effectivement, c'était d'améliorer notre marge et un petit peu notre présence en librairie, d'avoir une meilleure diffusion. On pensait que c'était le cas, je pense. Donc avec les Belles Lettres, ça c'était un casse-tête terrible. Donc là, effectivement, il y avait un taux de diffusion et un taux de distribution. Alors on rentre un peu dans le détail, mais un taux de diffusion et de distribution qui était fixe, là que je négociais avec les Belles Lettres.
Et ensuite venait s'appliquer la remise au libraire, ce qui fait que moi, ce que je touchais, c'était variable en fonction de ce qu'on accordait à un libraire. C'est-à-dire que un livre vendu à la FNAC, je touchais moins qu'un livre vendu chez toi, parce que la remise était plus importante à la FNAC. Oui. Tandis que, et le cas de figure, je pense, le plus fréquent, c'est quand même pour l'éditeur un taux de diffusion-distribution qui est négocié avec son diffuseur et qui inclut la remise libraire. Donc moi, je ne sais pas combien ont les libraires. Voilà, moi j'ai un taux global, c'est, je peux le dire, c'est 55%, donc c'est élevé, et à la fois c'est quand même à peu près correct, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais aux Belles Lettres. 55 pour la partie diffusion-distribution qui paye le libraire là-dedans. Donc il me reste 45. Voilà, donc le taux de retour. Ça, effectivement, c'est essentiel. Sur les contrats, c'est un peu essentiel comment c'est facturé. Et une des raisons pour lesquelles nous, on a changé, c'était la facturation, comme tu disais, de la distribution. C'est-à-dire la manière, en fait, dont est facturé le trajet retour, le livre qui est pas vendu. C'est ça qui était un peu terrible. Donc c'est quand même bien meilleur chez Harmonia Mundi. Et donc juste une petite anecdote là pour vous dire un peu la folie du système. Hein, quand même, parfois c'est complètement délirant. Tout ce qu'on produit et qui partent au pilon, enfin c'est des quantités astronomiques. Enfin, moi personnellement, enfin, tu vois, je suis éditeur et c'est en train un peu de nous dégoûter le volume que ça représente vraiment. Donc en gros, je sais pas combien il faut faire de livres pour en vendre un. En gros, pour vendre un livre, il faut en faire 3. Quoi. Sur les 3, il y en a un autre qui va se retrouver au pilon et puis un autre qui va croupir en stock. Plus personne n'en voudra. Parce qu'un livre qui, là pareil, les proportions on ne sait pas, mais entre donc il y a la nouveauté, ce qu'on appelle la nouveauté, et puis le fond. Donc le fond, c'est ce qui est sorti, c'est ce qui est plus de la nouveauté, quoi. Un fond qui tourne, c'est sur la masse de ce qui se produit, c'est rien du tout. Le fond qui reste, les livres qui restent dans le fond des librairies et qui continuent à être réassortis, à se vendre, à être défendus, ça représente rien du tout. Ce qui veut dire que votre livre, en gros, il faut que ça se joue dans 1 mois et demi de vente en librairie, parce que 9 fois sur 10, il ne va pas rentrer dans le fond, et une fois qu'il va être retourné, il ne va plus tourner. Ce qui fait que les exemplaires qui n'ont pas été pilonnés, vous les gardez en stock, mais ils ne ressortent pas, quoi. Vous faites des salons éventuellement, mais... Oui, on sort pas. Et donc juste, oui, la petite anecdote, c'est qu'on avait un cas d'un livre une anecdote qu'on ressort parfois pour dire que le système est un petit peu quand même complètement incroyable. Un livre qui était, on avait plein d'aides, bon, il était très subventionné. En gros, on l'a envoyé en librairie, tout était payé. On avait payé la fabrication grâce aux aides. On était déjà à l'équilibre, donc les ventes en librairie, c'était que de la marge. Et comme la mise en place était quand même à peu près correcte, bon, c'était de la BD, je sais pas, on avait peut-être mis 1000 en place. Gros flop, on s'est peut-être pris 800 retours, et la facturation, le coût des retours, a fait que ce livre, en fait, s'est retrouvé déficitaire. Alors qu'il est parti en librairie, il y avait que à faire de la marge, en fait, il était déjà payé. Toutes les aides qu'on avait eues, on avait payé la fabrication, on avait payé l'auteur, enfin, tout était payé. Il n'y avait plus que maintenant, il fallait le vendre, on a commercialisé. Ça n'a pas pris, il a été retourné, et avec la manière dont il a été facturé, ça nous a coûté plusieurs milliers d'euros. Enfin, c'est fou. On vous fait rentrer un peu dans la petite tambouille interne des métiers du livre, mais on s'est dit que c'était quand même vraiment pas inutile, parce que qu'est-ce qui différencie un éditeur indépendant ? C'est d'une part sa taille, et souvent parce qu'évidemment il est un peu plus petit, donc aussi c'est toutes ces contraintes auxquelles il est lié. Mais ce qui différencie aussi, c'est que souvent on a dit dès le départ que c'était des très petites structures avec des gens passionnés qui étaient très entrepreneurs, parce que donc ce sont des petites sociétés en fait, toutes petites, d'1 à 2 personnes, qui défendent des projets culturels qui sont souvent des projets très forts. Du coup, je vais prendre juste une minute pour vous présenter un projet que moi j'ai monté qui s'appelle le prix hors concours. En fait, on s'est rendu compte que ce qui est très compliqué, c'est que dans cette production très importante, on a besoin en fait d'avoir qu'on nous conseille, qu'on nous guide un petit peu, de s'y retrouver dans ces milliers de livres. Et dans l'édition indépendante, cette édition qui représente donc 3000 éditeurs sur le territoire, des petites structures qui communiquent souvent très très mal, qui font des choses exceptionnelles, mais dont on a même nous entre nous des fois du mal à entendre parler, on avait du mal à s'y retrouver. Et donc l'idée, ça a été de créer un prix littéraire, un prix très collectif, c'est-à-dire qui mettent en lumière chaque année 40 éditeurs indépendants, en proposant un extrait d'un titre de chacun des éditeurs. Donc on publie ce catalogue qui paraît chaque année, dans lequel on a 40 extraits issus de 40 maisons d'édition d'éditeurs indépendants. Alors on s'est tous mis au défi de tous les connaître, qu'on a découvert grâce à ça, donc c'était intéressant pour ça. Et on les fait lire à peu près 300 professionnels et des lecteurs, des gens qui s'inscrivent pour recevoir ce catalogue, qui lisent les extraits, qui choisissent leurs finalistes.
Et donc c'est un exercice très intéressant déjà d'arriver à faire le tri dans ce qu'on lit, de savoir pourquoi, de se mettre un peu à la place de l'éditeur, de savoir pourquoi un texte peut nous plaire, pourquoi pas, quelles sont les raisons objectives ou subjectives. Donc c'est un exercice intéressant. Et les 5 finalistes sont ensuite lus par ce jury et par un jury de journalistes, de grands critiques littéraires qui lisent les textes en entier et choisissent leurs lauréats. Donc c'est la 2e édition de ce prix qui va être remis le 4 décembre prochain. Donc on connaîtra le lauréat bientôt. Là, on en est à la sélection des finalistes qui sont tous présentés par la librairie et par Élise. Vous pourrez les voir sur la table. Et c'est très intéressant. Je pense que ça... Enfin, je dis que c'est très intéressant, c'est moi qui l'ai monté. Mais en tout cas, ça a reçu vraiment un accueil très positif et de la part des libraires, et de la part des éditeurs, évidemment, et de la part des bibliothécaires, mais aussi de la part du public. Parce qu'on est quand même tous naturellement assez curieux de cette créativité assez dingue qui se trouve dans l'édition indépendante. Mais... rares sont ceux qui ont et le temps et l'énergie et les connaissances, etc., pour arriver à s'y retrouver dans ces 3000 catalogues et dans ces rythmes de publication parfois difficiles. Donc voilà, c'est aussi pour essayer de mettre en avant ces contenus et cette créativité. Donc, et vous, question, et tu sais un peu les retours que tu as eu une première édition en termes de vente? Alors pour la première édition, c'était la première édition, donc je sais que que l'éditrice m'a dit que c'était pas démentiel en termes de vente. Elle n'a pas passé ses dimanches à faire des factures, ça c'est certain. En revanche, ça a été un vrai succès d'estime pour l'auteur, qui était une auteure qui s'appelle Anna Dubosc, qui a écrit un très très beau livre qui est aux éditions Rue des Promenades. Alors toute petite maison d'édition, mais un livre magnifique et qui, grâce au prix, a rencontré 300 professionnels du livre qui avaient lu l'extrait, a rencontré 5 journalistes qui avaient lu le livre en entier et a eu un peu de communication qui lui a permis de rencontrer un lectorat qu'elle n'aurait pas rencontré sans ça. Et je sais que je l'ai recroisée récemment et elle me disait que ça avait vraiment changé son regard elle-même en tant qu'auteur, de pouvoir se décréter auteur, voilà, que d'avoir pu rencontrer son public. Donc voilà, donc on espère que évidemment ça va continuer. On a monté aussi le hors concours des lycéens parce qu'on trouve très intéressant de faire en sorte que les classes puissent aussi rentrer dans ce jeu. Souvent les lecteurs qui sont adolescents sont ont moins de préjugés et d'a priori que nous autres adultes. Donc ça va être la première année, donc on est assez curieux de voir aussi comment eux vont réagir. Donc on a la chance d'avoir voilà, un petit peu de temps devant nous si vous avez des questions. Je pense que tout ça suscite sûrement des questions. Donc n'hésitez pas parce qu'on est entre nous, c'est aussi l'occasion. Vous avez la chance d'avoir ces professionnels du livre ici, donc si vous avez des questions. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence exacte entre le diffuseur et le distributeur? Oui. Tu veux Oui, il y en a en fait, on leur donne souvent, on distingue ces 2 missions, mais souvent c'est la même entreprise qui fait les 2. La plupart sont diffuseurs-distributeurs, mais c'est 2 fonctions distinctes. Le diffuseur, c'est une fonction commerciale, donc c'est des représentants, des commerçants qui vont aller entre 45 jours et 90 jours avant la sortie d'un livre chez les libraires pour leur dire ce livre sort, est-ce que tu veux en prendre quelques exemplaires? C'est eux qui facturent aussi ou non? Non, c'est le distributeur qui va facturer, d'accord. Donc c'est ce démarchage commercial. Et le distributeur, c'est un métier qui est en partie logistique et donc de gestion, d'aller chercher, d'envoyer les livres sous forme de carton. Alors, je mentionne les cartons parce que c'est une évidence que c'est sous forme de carton et pas envoyé à la catapulte. Mais c'est simplement que dans le carton, il y a les livres de plusieurs éditeurs. Voilà. Parce qu'on est, comme on disait tout à l'heure, il y a des diffuseurs-distributeurs qui ont jusqu'à 300-400 maisons d'édition qui sont chez eux. Et en fait, le distributeur, après, c'est lui aussi qui va récupérer les livres quand ils repartent, sur les retours. Alors, je te laisse... Dangereux ce micro. Mais oui, c'est ça. La diffusion, de mon point de vue de libraire, c'est tous les représentants qui viennent me voir. Et la distribution, c'est eux qui me font la facturation, qui me comptent mes retours, donc qui m'éditent mes avoirs. Et pour ma négociation de remise, alors ça dépend vraiment des sociétés. Soit je le vois auprès de mon représentant, qui a une liberté là-dessus,
Voilà, ça dépend vraiment des équipes commerciales. Soit je contacte le directeur commercial, mais on reste quand même dans la diffusion, que je ne vois pas, et qui peut négocier avec moi ou pas, ça dépend, la remise. Voilà. Mais c'est vraiment la distribution, c'est la logistique en fait. C'est vraiment la logistique, la facturation, l'acheminement, voilà. Mais c'est les mêmes entreprises. Mais oui, c'est la même structure avec donc des pôles différents. Ouais. Et parce que les belles lettres et Harmonie Harmonie, c'est aussi des éditeurs. Non, Alors, Belles Lettres est un éditeur. Oui, enfin si, c'est aussi des éditeurs, mais ils ont monté des sociétés de diffusion-distribution dans lesquelles ils ont accueilli d'autres éditeurs. Voilà. Le fait qu'on soit dans une période plutôt de concentration fait qu'il y a eu des tentatives de créer d'autres diffuseurs-distributeurs. Donc, par exemple, les éditions à la Différence, qui est un éditeur historique de 1976, avaient créé leur propre outil de diffusion qu'ils ont essayé d'étendre à d'autres éditeurs. Ça a duré 1 an à plein régime, ça n'a pas fonctionné. C'est passé à régime limité et en fait les éditions, tout le groupe en fait qui comprenait 17 personnes a fait faillite au printemps dernier. Voilà. Et c'est lié au fait que c'est clairement un métier, la distribution, où l'existence d'un très grand nombre d'acteurs est difficile à soutenir parce que leur métier est à peu près le même. Autant on peut dire que entre les éditions de la Grume et les éditions des Forges, on est tous les deux éditeurs, mais il y a beaucoup de choses qui nous distinguent simplement parce qu'on ne fait pas le même type de livre, on n'a pas le même type de lecteurs, lectrices, de clients, de partenaires. Autant côté distribution, on peut avoir l'impression qu'ils font tous un peu le même métier et que c'est difficile dans un écosystème d'avoir plusieurs acteurs. Il y a des pays qui fonctionnent sur un système de distributeur unique. Donc la Hollande, c'est un pays avec un distributeur unique. Bon, avec cette caractéristique qu'en Hollande, le distributeur unique est copropriété de l'association des libraires et de l'association des éditeurs. Donc ça, c'est très particulier comme système. En Allemagne, les distributeurs sont régionaux. Donc en fait, il y a 3 grands distributeurs et vous êtes automatiquement en contrat avec les 3, sauf si vous ne voulez pas que le nord de l'Allemagne ait votre livre. Donc c'est un peu problématique. Et par exemple, aux États-Unis, dans la bande dessinée, pas la bande dessinée indépendante, mais la grande bande dessinée, c'est-à-dire les comics, les super-héros, comme ça, il n'y a qu'un diffuseur-distributeur. C'est-à-dire il envoie 3 mois avant, il n'y a même plus de démarchage physique, ils n'ont pas de représentant physique. Ils reçoivent soit un catalogue papier, soit un catalogue numérique, presque 6 mois avant les sorties. Les libraires passent commande, ils reçoivent les bandes dessinées, sauf que par exemple aux États-Unis, en bande dessinée, il n'y a pas de droit de retour. Donc en fait, si le libraire ne vend pas, il a le stock sur les bras. Il l'a acheté, c'est définitif. Il ne peut pas le rendre. Il peut solder, oui, c'est aussi. Oui, ce qu'on ne peut pas faire en France. Il peut vendre à prix cassé s'il veut vraiment s'en débarrasser. Par contre, il y a une contrepartie là-bas, c'est que tout à l'heure, Guillaume disait qu'il laissait 55% du prix de vente partait chez son diffuseur-distributeur et les libraires en cumulé. Aux États-Unis, pour ce diffuseur-distributeur de BD unique qui s'appelle Diamond, c'est 85%. C'est-à-dire que sur un comics qui va coûter $10, il y a 8,5 $ qui vont rester chez le diffuseur-distributeur. Et à sa charge, lui, de voir avec le libraire, mais le taux de remise moyen d'un libraire de BD aux États-Unis, c'est 56%. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a une prise de risque parce qu'il achète de manière ferme et il ne peut pas renvoyer. Et c'est que pour la BD, hein, c'est pas pour le livre en général. Le livre en général aux États-Unis, ils ont un système où, comme ils n'ont pas de prix unique, il y a une marge de négociation. Par exemple, ça a fait hurler pendant assez longtemps les libraires aux États-Unis, c'est que Amazon disait je vous prends 20 000 exemplaires de ce livre chez Penguin, donc je vais l'acheter quand même avec une remise à 70% ou quelque chose comme ça. Alors que l'équivalent d'une librairie de niveau 1 là-bas, eux, ils seront à 55%. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'à la fin, le consommateur lecteur va acheter le livre chez Amazon, ils vont l'acheter à 15 $, mais s'il va dans la librairie à côté de chez lui, il est à 23 $. Ce qui explique en fait qu'il n'y a plus de grandes chaînes de livres aux États-Unis. Mais par contre, il y a beaucoup, alors ça c'est sur les 6 dernières années, il y a une augmentation du nombre de libraires indépendants aux États-Unis. Mais parce qu'ils se sont recentrés sur le fait que ce sont des lieux physiques, et donc ils ont une possibilité
de faire de l'événementiel, de faire venir les gens, faire venir les auteurs, les trucs comme ça. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un pays où historiquement, les États-Unis par exemple, il y a peu de librairies par rapport au nombre d'habitants. Et en France, historiquement, il y a eu toujours beaucoup de librairies par rapport au nombre d'habitants, mais c'est vrai que la loi sur le prix unique a densifié ça et l'a un peu... On a le réseau de librairies le plus dense au monde. On a entre 2500 et 3000 librairies en France. 15 000 points de vente, mais 2500, 3000 librairies en France, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Il y a aussi une tendance, peut-être c'est intéressant d'en parler, sauf s'il n'y a plus le temps. Si. Dans la diffusion, actuellement, comme il y a une concentration entre quelques grands groupes, il y a une tendance actuellement à deux tendances très, très, très opposées. Une à se passer un peu de représentants, c'est-à-dire que les représentants ont quand même un rôle. Il y en a qui font très bien leur boulot, d'autres pas du tout, mais quand même, il y en a quand même beaucoup qui font très bien leur boulot. Et ils ont le rôle quand même de faire le passage entre les maisons d'édition et le libraire. Et actuellement, il y a un encouragement, par exemple, moi on m'envoie beaucoup tout ce qui est bon de commande en avance, pour que je puisse regarder un peu. Et en gros, l'idée c'est que j'ai presque préparé mon bon de commande avant que mon représentant arrive. Alors, le discours qui est derrière, c'est de dire on va aller plus vite sur les nouveautés, puis comme ça on a le temps de travailler le fond, de regarder un petit peu les ventes des derniers mois, voilà. La réalité, oui, d'accord, la réalité c'est que quand même, il y a une tendance à réduire les équipes de représentants parce que ça coûte cher. Et qu'en fait, voilà, il y a une concentration aussi qui va dans le mauvais sens. Et à côté de ça, il y a quelques maisons d'édition qui réussissent, alors c'est quand même extrêmement rare, donc la différence c'est planté, mais par exemple, je ne sais pas si vous voyez les éditions des arènes, ce qu'ont fait la présidente ou les éditions iconoclastes, etc. Eux, ils ont monté leur propre société de diffusion qui fonctionne à merveille, vraiment. Et c'est pour eux un gros succès parce qu'avant ils étaient noyés dans le catalogue d'Hachette, et en se distinguant, en envoyant un représentant spécialement dédié à ce groupe-là, ça marche très bien. Oui, parce que pour nuancer, en fait, on a l'impression qu'on est uniquement dans une augmentation permanente du nombre de références et donc dans une sorte de cavalerie, de système très cruel où on balance les livres et en fait on s'attend à ce que si on en balance 10, il y en ait un qui marche et c'est au petit bonheur la chance et voilà. Mais parallèlement, il y a quand même eu depuis quelques années pas mal d'éditeurs qui ont changé de stratégie. Alors, pour parler vraiment des Forges, c'est qu'on s'est regroupé à 5 éditeurs pour créer un collectif qui s'appelle le collectif avec un grand C, parce qu'on a cherché 3 ans et on ne s'est pas mis d'accord sur le nom. Donc voilà. Et l'idée du collectif, c'est vraiment d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire de diminuer le nombre de titres qu'on publie chaque année, mais dépenser plus en communication et commercialisation. C'est-à-dire on va dépenser plus en personnes qui vont travailler avec les journalistes, on va dépenser plus en personnes qui vont rencontrer les libraires, et de manière à se dire que c'est plus intéressant de vendre un livre à 10 000 exemplaires plutôt que d'en vendre un à 5 000. Parce qu'en fait, pour des questions de rentabilité, ça fonctionnera mieux. La contrepartie de ce système, c'est que ça nous expose au risque, c'est-à-dire que quand le livre... c'est-à-dire mieux vaut vendre éviter de se... C'est-à-dire, voilà, nous expose au risque parce que si vous sortez 20 livres dans l'année, vous avez plus de chances d'atteindre un équilibre, de moyenniser le risque que si vous en sortez que 10. En tout cas, c'est un pari qu'on a fait qui a bien fonctionné pour nous, mais ça nous expose financièrement. Je sais que nous, le collectif a eu beaucoup de chance d'avoir des succès l'an dernier et cette année. Le début d'année, dans l'édition française en général, le début d'année 2017 a été dur, parce que les années d'élection présidentielle sont des années où, globalement, dans la plupart des secteurs du commerce de proximité, les gens diminuent leurs achats. C'est-à-dire, ils se disent... l'élection présidentielle va tout changer, et donc je garde mon argent et je dépenserai après. Et donc c'est vrai que nous, on a un peu souffert là-dessus, parce que comme on est mutualisé à 5, ça nous a fait un peu tous souffrir. Après, on a eu la chance d'avoir certains succès inespérés, donc ça nous a permis de tenir. Mais voilà, il y a quand même... Ça va dans le sens que tu décrivais, c'est-à-dire il y a une sorte de double tendance. Et à la fois, on produit de plus en plus, et d'autres se disent on va produire moins, mais dépenser plus. Parce que, par exemple, actuellement, sur les livres des Forges,
La partie communication et commercialisation, c'est presque 60% des dépenses sur un projet. Dans le passé, pour moi, c'était 30%. Donc vous voyez on dépense vraiment beaucoup plus sur ces postes-là qu'avant. Sur le long terme, c'est rentable, mais c'est vrai que ça a été une évolution culturelle, parce que souvent, quand vous devenez éditeur ou éditrice, vous êtes passionné par le contenu. Et donc vous avez envie de produire, de passer beaucoup de temps en production. Et la plupart des éditeurs indépendants, des petits que je connais, hein, voilà, on a tous tendance on est nombreux, il ne faut pas trop généraliser, on est nombreux à avoir tendance à négliger les aspects communication, commercialisation. Sauf que, en fait, l'auteur est un intellectuel, l'illustratrice ou l'illustrateur est un intellectuel, enfin quelqu'un qui produit de l'intelligence. L'éditeur, à proprement parler, même s'il essaye de faire les choses avec intelligence, c'est un métier de commerçant. C'est-à-dire que sa mission à lui, c'est de trouver des lecteurs et des lectrices pour les auteurs et les autrices. C'est pas de... voilà, c'est-à-dire que ce qui distingue un bon éditeur, c'est d'être à la fois bien d'avoir un certain sens esthétique, un engagement, ce type de choses, mais c'est aussi d'être un bon commerçant. C'est-à-dire que s'il n'a aucun sens du commerce, aucun appétit pour la librairie, aucun appétit pour la presse, il ne faut pas qu'il soit éditeur, il faut faire autre chose, quoi. Il nous reste 5-10 minutes, donc s'il y a d'autres questions. Ouais, moi j'ai une petite question. On n'a pas parlé de... Enfin, on en a un peu évoqué, mais l'impression des livres. Vous imprimez en France ou ça se fait encore d'imprimer en France? Non, mais parce que notamment la plupart des éditeurs jeunesse, on est toujours très étonnés du prix d'un pop-up. Alors oui, non, bien sûr. Ouais. Alors pop-up, c'est les livres en volume. Hein. Donc ça, j'en ai amené un ici, là. Donc ça, évidemment, c'est l'Asie. Donc c'est Chine. Celui-là, il est fait en Chine. Chine, ça peut être Malaisie. Enfin bon, c'est l'Asie. Ça, tout simplement, ça en fait, là, ça, c'est pas fait en machine. Donc il y a beaucoup de temps humain à coller tous les petits bouts. Donc ça coûterait trop cher en Europe. Et juste, c'est facile. En Europe, ça se fait pas. Vous ne trouvez pas une usine qui vous fabrique ça. Ça serait pas rentable. Donc juste, il n'y a même pas le savoir-faire. C'est impossible de le faire. Donc après, on pourrait dire, on ne le fait pas. Donc nous, on fait des pop-up. Quand les pop-up, c'est nécessairement en Asie. Alors après, oui, on a quelques... Donc nous, c'est vrai que tout ce qui est un peu livre-objet, en gros, d'où la ligne je reviens un peu à un catalogue que je n'ai pas trop présenté tout à l'heure, donc la ligne de l'agrume, c'est un petit peu, au départ, pour tout ce qui est jeunesse, c'est un peu livre à système et livre-objet. Donc voilà, donc là, c'est un livre avec des petites... Là aussi, il y a un aspect un peu technique. Déjà, tout carton, donc tout carton, c'est le livre cartonné comme ça. C'est un peu particulier. Il y en a peu en Europe aussi, je ne sais même pas s'il y en a en France d'ailleurs. Tout carton, on peut en faire en Italie. En Europe de l'Est, bon, celui-là c'est l'Asie aussi, celui-là il est un peu particulier, bon, je ne vais pas rentrer dans des développements techniques, mais bon, le tout carton c'est deux pages qui sont contre-collées. Bon, et celui-là, pour avoir des petits trous qui étaient comme ça, il fallait que ça soit perforé après avoir été contre-collé. Donc ça c'était un peu technique, donc ça aussi c'était l'Asie. Par contre, on y arrive quand même, dans l'idée, on préférerait le faire en Europe, hein, c'est sûr, hein, pour des questions écologiques d'abord. Donc tout ce qui est BD, tout ce qui est BD c'est Europe, c'est vrai que nous on fait peu en France, c'est souvent plus cher. Ce qu'on a remarqué, donc, je ne sais pas si vous serez d'accord, j'ai l'impression qu'en France, ça peut être intéressant et compétitif quand ils sont sur des plus gros tirages. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et du coup, nous, on est quand même plutôt sur des tirages très moyens. C'est 2000 en moyenne, 2000 exemplaires, voire pour la bande dessinée, parce que la bande dessinée indépendante comme ça, c'est vraiment très dur. Donc ça, on descend plutôt à 1500 exemplaires. Et donc là, en gros, les devis que nous proposent les imprimeurs en France ont tendance à être un peu plus élevés qu'ailleurs en Europe. Mais donc, tout ça, on arrive à le faire en Europe, on bosse pas mal en Italie. Et puis parfois aussi, donc ça, le livre à système aussi, vous pouvez regarder. Un livre qui s'appelle Ombro Cinéma, la technique de Ombro Cinéma. Donc il y avait eu un livre qui avait très bien marché chez Orwell qui s'appelait Pyjamarama. Alors en fait, si tu veux prendre le petit transparent, là voilà. Et ça s'anime. Il y a une petite trame comme ça qui anime les images quand on passe sur l'illustration. Donc là aussi, c'est livre ludique, livre animé. L'enfant est amené à manipuler son livre pour animer les images. Donc là, t'es pas dans le bon sens. Bon, ça, on a réussi à le produire. Voilà, donc ça, on a réussi à le produire en Italie. Donc quand on peut, c'est vrai qu'on aime bien. Alors quand c'est en Europe, en plus, on peut. Là, je me suis déplacé au calage. Donc ce qu'on appelle le calage, c'est le moment, le calage, c'est le moment où le conducteur de la machine, calibre
calibre sa machine et la densité de l'encre pour arriver à un rendu en termes de couleur qui est satisfaisant. Donc ça, je m'étais déplacé au calage. Donc en Europe, évidemment, il y a un suivi qui est un petit peu plus qualitatif. Même si en Asie, en Chine, moi j'ai les imprimeurs en Chine travaillent très bien. Je vous montre celui-là aussi, ça c'est en Chine aussi, évidemment. Ça c'était un peu particulier. Donc ça c'était un système, le Leporello, ce qu'on appelle le Leporello, c'est le livre accordéon. Vous savez, le livre accordéon. Et celui-là est un peu particulier parce que c'est un Leporello, en fait, qui est en forme de, enfin, comme un peu un livre un peu accordéon, mais en fait replié sur lui-même. Vous voyez, donc on le déroule, il y a le texte, l'image comme ça, en vis-à-vis, et plus on avance dans l'histoire, plus on va dérouler cette grande mégalopole, et on va se retrouver à la fin avec toute la grande ville à plat. Bon, et là, il y avait une astuce technique, là aussi, il y avait un peu de manutention, du coup, il y avait une astuce technique, parce qu'il fallait que les pages soient un petit peu plus grandes à chaque fois, pour permettre le repliage. Voilà. Donc, en gros, pour faire simple, c'est ça, c'est dès qu'il y a un peu dès qu'il y a des petites parties à coller, c'est nécessairement en Asie pour des questions de coût, évidemment, et puis parfois pour des questions de savoir-faire des imprimeurs, quoi. C'est juste qu'on ne pourrait pas le faire. Ça quelqu'un l'avait trouvé, après j'avais cherché, quelqu'un l'avait trouvé en Espagne, bon, c'était prohibitif, mais bon, voilà. Ouais, c'est juste que ça, c'est un peu un espèce de truc trop atypique pour... ça les intéresse pas, quoi, en même temps, il faut trouver des choses un peu plus standards. Les livres non illustrés, c'est... Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que si vous êtes dans un grand groupe, il y a certains groupes qui possèdent des imprimeurs. Donc c'est sûr que pour eux, la négociation est plus facile pour acheter moins cher le papier et l'action d'impression. C'est pas le cas des forges, nous ne possédons pas d'imprimeur. Alors, moi, chaque fois que j'ai fait de la couleur, ça m'est pas arrivé très souvent, alors, sur un livre, ça a été en France, ça a coûté monstrueusement cher. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec un livre qui coûtait 4 € en production. On l'a fait quand même, on a dû le vendre à 25 €, c'était un peu rude quand même. Les autres fois où j'ai fait de la couleur, j'ai dû effectivement quitter la France. Parfois, il y a effectivement des savoir-faire qui ne sont plus maîtrisés en France. Voilà. Et moi, j'étais parti plutôt dans l'Est de l'Europe, mais effectivement avec des opérations humaines qui étaient plus simples que celles qu'on peut trouver dans les livres de la Grume. Donc j'ai imprimé en Lituanie et en Lettonie, qui en fait c'était cocasse, c'est qu'en fait leur directrice commerciale, c'était des jeunes femmes qui avaient fait leurs études dans le master édition de Paris 4. Donc elles étaient francophones, elles connaissaient les prix français, et elles nous disaient en fait on a la même machine, donc effectivement techniquement elles avaient la même machine que l'imprimeur français, sauf qu'elle me disait la différence c'est que c'est le coût de la main d'œuvre, c'est-à-dire un ouvrier du livre en Lituanie, vous devinez que son salaire est beaucoup plus bas qu'un ouvrier français. Alors après, récemment, nous, sur le roman, grâce à cette mutualisation dans le collectif, pour des questions à la fois de principe et des questions vraiment très utilitaires, on est revenu en France. Mais c'est parce que, comme tu le disais, le papier, en fait, plus on achète en grande quantité, moins il coûte cher. Ce qui fait que, comme toujours, ce qui est paradoxal dans l'indépendance, c'est que comme on est indépendant, on paye tout beaucoup plus cher qu'une grosse maison d'édition. Quand on est en collectif, les 5 éditeurs vont négocier avec des imprimeurs des achats de papier ou un volume sur l'année d'impression qu'on s'engage à faire, nous permet de négocier un peu plus bas. Ça, c'est un aspect très utilitaire. Il y a la question de principe, se dire c'est bien de faire des livres que les imprimeurs eux-mêmes peuvent lire. Bon, mais s'il n'y avait pas deux contreparties financières, à savoir d'un côté, on les paye moins cher parce qu'on mutualise à 5, et l'autre aspect qui est très particulier et qui est propre au roman qu'on appelle l'impression en noir ou au noir. Donc en fait, dans l'édition, on ne dit pas noir et blanc parce que techniquement, le blanc, on ne l'imprime pas. C'est la couleur de la page. On dit au noir ou en noir. Ça nous est propre, donc c'est propre à la fiction adulte ou adolescente. C'est que... et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce qui était propre, ce qui était la révélation que... ce qui nous est propre... Ah oui, c'est qu'en fait, on peut fonctionner sur des systèmes de réassort. C'est-à-dire, au lieu d'imprimer 10 000 exemplaires, si on ne sait pas si on va en vendre 8 000, on imprime un petit tirage, et quand on voit que ça se vend bien, on retire. Le problème, c'est que si je fais imprimer très loin, ça va prendre du temps pour arriver, tandis que si je fais imprimer en France, voire même en région parisienne, en 48 heures, j'ai du réassort. Donc c'est la seconde raison bassement utilitaire et financière pour nous, de dire que comme ça on fait des petits tirages.
comme on fait des petits tirages, on s'expose moins financièrement et on a des coûts de stock plus faibles. Et on peut appuyer sur ce bouton dès qu'on voit qu'un livre commence à fonctionner pour récupérer 1500 exemplaires de plus ou 2000 exemplaires de plus. Et peut-être une dernière question. J'en ai Oui. encore une. Quand vous avez parlé de succès insoupçonné, est-ce que vous pouvez reconstituer ou comprendre pourquoi ça a été des succès? Oui. Est-ce que c'était à cause d'un article du journal ou de Non. bouche à oreille Non, alors